tous! On va commencer avec un petit test de vos connaissances actuelles de ce que c'est, selon vous, la souplesse normale. Donc, selon vous, parmi ces trois photos-là, sur laquelle on voit un exemple de la meilleure souplesse, de la souplesse la plus saine, je dirais même. Donc, au besoin, vous pouvez mettre sur pause pour regarder toutes les petites subtilités. Sinon, j'ai un deuxième test pour vous aussi. Donc, parmi ces trois photos-là, maintenant, selon vous, sur laquelle on voit la souplesse la plus saine. Vous allez avoir la réponse très bientôt dans cette vidéo, donc ne quittez pas. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont une fausse perception de ce que c'est une souplesse saine. On a souvent cette pensée que plus on est souple, mieux c'est. Mais saviez-vous que chez les ballerines, par exemple, ou encore chez les professeurs de yoga bien assidus sur la souplesse, quand ces populations-là vieillissent, on observe très souvent des gros problèmes de hanches, menant même souvent à des chirurgies de remplacement des hanches, vraiment reliées à cette usure qui se produit au niveau des articulations à travers les années de mauvaises pratiques et de mauvaise souplesse un peu trop excessive. Donc peut-être ce n'est pas tant que ça une souplesse exceptionnelle, la clé des articulations en santé. Mais c'est juste tellement important de prendre conscience de ce que c'est une souplesse saine. Déjà de un, pour vous fixer les bons objectifs, pour ne pas vous concentrer sur les choses qui en fait n'ont pas besoin de travailler. Vous allez avoir des surprises durant cette vidéo en fait. Ouais. Donc c'est également important pour prévenir les maladies graves des articulations, la destruction du cartilage, la destruction de vos articulations et de maintenir un corps en meilleure santé possible jusqu'à 100 ans, voire plus. Pourquoi pas? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la façon de vérifier la souplesse des différentes articulations de votre corps avec des tests très simples et même souvent utilisés en clinique. Pour les mesures, je vais en grande partie me baser sur les chiffres, sur les données fournies par l'Académie américaine des chirurgiens orthopédistes et entre autres, je me base aussi sur ce livre-là. Donc, vous avez le titre à l'écran. Et par ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous encourage déjà de mettre un like sur cette vidéo pour que plus de personnes découvrent cette vidéo grâce à vous et de vous abonner à ma chaîne YouTube également si vous n'êtes pas encore abonné. Et c'est parti avec le test. On va commencer avec l'articulation de la hanche, une des articulations de loin les plus controversées et très passionnant vraiment de découvrir c'est quoi une bonne souplesse en fin de compte de la hanche et surtout avec tous ces exercices d'ouverture des hanches qui sont devenus super populaires et pas toujours efficaces et parfois même dangereux. Mais bref, sans plus tarder, on y va avec les tests. Alors, l'articulation de la hanche nous permet de faire 6 mouvements. La flexion, l'extension, l'abduction, la déduction, rotation externe et rotation interne. Par ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'en clinique, d'habitude, pour mesurer l'amplitude d'une articulation, on va utiliser un outil qui s'appelle le goniomètre. Vous avez une image à l'écran. Je n'ai pas de goniomètre chez moi et de toute façon, c'est un petit peu difficile de l'utiliser tout seul. On a souvent besoin d'aide d'une deuxième personne. Mais je pense qu'on va bien se débrouiller même sans le goniomètre et ensuite, je pourrais rajouter les petits schémas à l'écran durant le montage pour vous aider à comprendre la mesure et l'amplitude du mouvement. Alors, pour tester la flexion de la hanche, on va généralement faire ça en position couchée sur le dos, les genoux fléchis, pour ne pas que la mobilité de la hanche soit affectée par d'autres problèmes qu'on peut avoir ailleurs au niveau de notre corps. Et à partir de cette position-là, on va tout simplement amener le genou vers la poitrine. Donc, c'est important de garder le genou fléchi. Ouais, parce que si vous faites le test avec la jambe dépliée, vous allez sûrement pouvoir aller moins loin dans le mouvement. Parce qu'ici, on ne va pas tant regarder en fait la flexion de la hanche, mais surtout la souplesse de la chaîne postérieure. Donc, on n'est pas en train de mesurer la même chose. Donc, c'est important de garder le genou fléchi. Comme ça, on regarde vraiment la capacité de votre articulation de faire ce mouvement-là ici et des muscles qui entourent l'articulation. Ça, ce serait une mobilité saine de votre hanche en mouvement de flexion. Ensuite, c'est sûr que c'est possible que si je mets mes mains sur le genou et si je tire un petit peu, je vais être capable d'aller un peu plus loin. Donc, c'est normal. C'est là qu'on voit la différence entre l'amplitude du mouvement active et passive. Donc, amplitude du mouvement passif, c'est là où je suis capable de me rendre en tirant un petit peu sur la partie de mon corps, mais je ne suis pas capable de me rendre jusqu'à là de façon active. Oui, donc sans m'aider avec une autre partie du corps. Donc ça, c'est l'amplitude du mouvement passif.
Généralement, c'est normal que l'amplitude du mouvement passive soit un petit peu plus grande que l'amplitude du mouvement active, mais cet écart-là ne doit pas être trop grand non plus. Et si l'écart est trop grand, ça c'est un problème parce que on risque justement de se blesser, particulièrement quand on est dans cet écart-là entre l'amplitude active et l'amplitude passive parce que à ce moment-là, on n'a pas trop le contrôle en fait de ce qui se passe au niveau de l'articulation. Les muscles ne sont pas actifs. Oui? Donc ça, c'est une différence importante. Hanche maintenant, l'extension de la hanche va être vérifiée en position couchée sur le ventre. Donc, on va mettre une main sous la hanche, comme ça ici, pour s'assurer en fait que le mouvement de l'extension se fasse vraiment au niveau de la hanche et non en cambrant le dos. Oui? Donc, quand je vais faire le mouvement de l'extension, je ne veux pas du tout avoir du mouvement au niveau de la colonne. Le mouvement doit se faire exclusivement au niveau de la hanche. C'est pour ça que si je mets la main, ça va m'aider à mieux sentir le mouvement au bon endroit. Donc, l'amplitude active saine pour l'extension de la hanche, c'est 20 degrés. Donc, c'est pas énorme, c'est normal. C'est ce qu'on doit avoir pour avoir un corps en santé. Oui? Donc, ça va être quelque chose qui ressemble à ça ici. Oui, on est autour de 20 degrés. Donc, pour celui-là, on garde le genou déplié. Ensuite, pour le mouvement de l'abduction de la hanche, le mouvement sur le côté, on peut le faire couché ou encore debout. Je vous montre les deux variantes. Donc, couché, dans ce cas, on se place vraiment sur le côté. C'est important d'avoir les hanches sur une même ligne. Donc, je ne veux pas que le bassin bascule en arrière ou en avant. Voilà, donc vous pouvez un petit peu fléchir le genou qui est en bas. Vous allez voir que ça vous aidera à maintenir une meilleure stabilité ensuite durant le test. Et une amplitude saine du mouvement en abduction pour la hanche, c'est 40 degrés. Donc à peu près comme ça ici. Ouais. Donc pas besoin d'être capable de monter plus loin pour avoir une bonne amplitude. Donc si on se place debout, ça fait ça. Donc, pareil, on va tester des deux côtés. En ce qui concerne le mouvement de l'adduction, c'est un petit peu plus difficile à tester parce qu'on a comme l'autre jambe qui nous bloque un peu, mais il a quand même un chiffre et ce chiffre est de 20 degrés. Donc, à peu près comme ça ici, c'est suffisant. Quand j'arrive à croiser un peu ma jambe par-dessus l'autre, c'est amplement suffisant en tant que mouvement de l'adduction. Alors maintenant, en ce qui concerne le mouvement de rotation externe et de rotation interne de la hanche, pour la rotation externe, on est à 45-50 degrés, pas plus. Ouais? Donc ça, c'est amplement suffisant. Alors, ce que vous voyez sur cette photo, c'est le moyen le plus simple de tester la rotation externe et la rotation interne de la hanche, donc en position assise sur la chaise. Et ça vous aidera de vous assurer de ne pas compenser avec le bassin et le dos. Donc, on est assis tout simplement et on tourne la jambe vers l'intérieur pour la rotation externe. Oui, je ne me suis pas trompée ici. Ça, c'est bel et bien la rotation externe de la hanche que vous voyez ici. Et on va tourner la jambe vers l'extérieur pour la rotation interne de la hanche. Il faut s'assurer, et ça c'est très important, de ne pas décoller la fesse durant ces mouvements. Et pour la rotation interne, on est autour de 40 degrés. Donc, à peu près ça ici. Donc, si on reprend les photos que je vous ai montrées au tout début avec la fameuse posture du papillon qui travaille soi-disant l'ouverture des hanches. Donc, quand on fait tous ces fameux exercices d'ouverture des hanches, de façon générale, c'est la combinaison des deux mouvements. Hein? Le mouvement d'abduction avec la rotation externe qu'on va faire comme des deux côtés, avec nos deux jambes, n'est-ce pas? C'est ça les fameux exercices d'ouverture des hanches. Et donc, le problème, c'est que un peu trop souvent dans les cours de yoga, entre autres dans les cours de souplesse, on va demander de pousser beaucoup plus loin que ce qui est considéré comme la souplesse normale en fin du compte. Et c'est ça qui va détruire vos hanches. Donc, si on regarde les trois photos ici, en fait, la meilleure souplesse, la souplesse la plus saine pour moi, ce serait sur cette photo-là ici. En effet, si on combine les données que je vous ai fournies dans cette vidéo pour l'abduction et pour la rotation externe de la hanche, il est complètement inutile d'essayer de pousser plus loin en ouverture des hanches que ce que vous voyez sur cette photo.
Mais Marina, mais qu'est-ce qui se passe si on est trop souple et si j'arrive à faire ce genre de choses-là, par exemple? Bon, je dirais que c'est normal qu'il y ait un peu de variété au niveau de la mobilité entre différentes personnes. Ça dépend de très nombreux facteurs, la morphologie des hanches, par exemple, la résistance des tissus conjonctifs. Et certaines personnes, même sans spécifiquement se fixer ces objectifs-là, vont aller beaucoup plus loin dans le mouvement que la norme établie. Dans ce cas, à moins que vous soyez un acrobate, un danseur, un gymnaste, donc dans ce cas, je suggère de ne pas faire ce type de mouvement et si vous décidez de les faire de la façon active. Donc ne jamais pousser pour essayer d'aller encore plus loin dans le mouvement. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Okay? Travaillez plutôt sur la force et sur la stabilité de vos hanches. Et si vous n'êtes pas hyper laxe, mais tant mieux pour vous. Assurez-vous juste d'avoir la souplesse dans la norme et à aucun cas, n'essayez de pousser au-delà de ça, au prix des douleurs, par exemple, en pensant que vous faites bien et en pensant que plus on est souple, mieux c'est. Parce que c'est faux. C'est faux que plus on est souple, mieux c'est. OK, enfin, on va regarder la mobilité de la colonne et quand même un petit peu plus en détail aussi la souplesse de toute notre chaîne postérieure qui est très problématique chez beaucoup de personnes. Parce que si vous vous rappelez bien, quand je vous ai montré comment tester la flexion de votre hanche, entre autres, je vous ai dit de garder votre genou fléchi, justement pour ne pas être impacté, pour ne pas que le résultat soit influencé par un manque de souplesse, en fait, au niveau de la chaîne postérieure. Et ça, la souplesse de la chaîne postérieure, les fameuses ischio-jambiers, entre autres, les mollets, ça, on en parle quand même beaucoup en yoga, entre autres. Donc, c'est important de savoir aussi c'est quoi une bonne souplesse par rapport à ça plus spécifiquement. Et en même temps, on va regarder aussi c'est quoi la bonne souplesse au niveau de la colonne en flexion, en mouvement de flexion plus spécifiquement. Donc, pour ça, on va s'asseoir, on va adopter la posture du bâton en yoga, ou en d'autres mots, on est juste assis au sol avec les jambes étirées devant nous. Donc, déjà, la première chose qu'on va regarder ici, plus par rapport aux ischio-jambiers, plus spécifiquement, est-ce que vous êtes capable ici d'étirer les jambes en gardant votre dos juste droit? Est-ce que vous êtes capable de le faire sans que votre dos s'arrondisse? Si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que vos ischio-jambiers sont en santé. Vous n'avez pas besoin de les embêter plus que ça, OK? Vous n'avez pas besoin d'être capable de faire ça pour dire que vos ischio-jambiers sont en santé. Ça, c'est trop. Tout ce qu'il faut, c'est juste garder le dos droit. Vous pouvez vous mettre dos au mur, complètement sentir le haut de la fesse bien collé au mur et essayez d'étirer vos jambes. Si vous arrivez d'étirer vos jambes sans que ça tire beaucoup trop derrière les cuisses, vous avez une bonne souplesse de vos ischio-jambiers. Ensuite, on va regarder ce qui se passe au niveau de la colonne. Donc, idéalement, au niveau de la colonne, quand je vais faire le fameux test de comme si je veux toucher aux orteils, le mouvement doit être juste bien réparti entre toutes les vertèbres de ma colonne. Donc, les vertèbres lombaires plus basses, les vertèbres thoraciques, entre toutes les vertèbres. Donc, vous voyez, là, en ce moment, ce que j'ai, c'est le mouvement qui est bien réparti entre toutes les vertèbres de ma colonne. Oui? Et je n'ai pas besoin d'en avoir plus que ça, mais si j'ai moins que ça, c'est un problème. Oui? Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a les ischio-jambiers qui sont trop souples, c'est-à-dire je suis capable en gardant, ce qui est mon cas, ok, en gardant le bas du dos complètement droit, me aller un petit peu plus loin dans ce mouvement-là parce que mes ischio-jambiers me permettent de le faire. Puis, si en même temps j'arrive à toucher à mes orteils, est-ce que j'ai une bonne souplesse? Ben, pas forcément. En fait, il faut vérifier. Est-ce que je suis malgré tout capable d'arrondir en fait le bas de mon dos, d'aller dans ce mouvement de flexion au niveau de la colonne? Ouais. C'est pour ça que si on reprend les 3 photos du début, il avait un peu de piège évidemment dans les photos. Donc, la meilleure souplesse, c'est cette photo-là ici. Okay? Donc, ça, c'est pour moi, c'est la meilleure souplesse. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais là, sur cette photo-là, Marinette, tu touches à tes orteils. On s'en fout de toucher aux orteils ou pas toucher aux orteils. C'est comme la dernière chose qui est importante pour nous. Moi, je veux savoir comment le mouvement est réparti entre les différentes vertèbres de la colonne. Okay? Et donc là, si on regarde justement sur cette photo, on voit qu'au niveau de la souplesse, au niveau des ischio-jambiers, j'ai une souplesse suffisante. Parce que ici, cette partie-là, vraiment le bas de mon dos, le haut de ma fesse, je garde ici mon angle de 90 degrés, au niveau des hanches aussi. Et à partir de cette position, je me suis penchée vers l'avant en laissant ma colonne se courber
en douceur. Oui, à tous les niveaux. Oui. En revanche, si j'arrive pas à arrondir mon bas du dos de cette façon-là, si quand j'essaie de toucher à mes orteils, j'ai vraiment le bas du dos, peut-être une partie de la région thoracique qui reste complètement droite, et je vais peut-être beaucoup trop arrondir le haut de mon corps, rendu là pour arriver quand même à toucher à mes orteils, ça c'est pas bien. Même si j'arrive à toucher à mes orteils, j'ai un manque de souplesse au niveau des colonnes, de la colonne lombaire, au niveau des vertèbres lombaires. Coucou les amis, c'est Marina, en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et vous savez, je me rends compte que le projet que j'ai eu au tout début, le projet étant de faire le tour de toutes les articulations du corps dans une vidéo, mais que ce projet-là a été un peu trop ambitieux et que si je fais ça, en fait, la vidéo va durer comme 1 heure. Okay? Donc, ce que je vais faire, je vais séparer la vidéo « C'est quoi la bonne souplesse ?» en plusieurs parties. Là, vous venez de visionner la partie numéro 1, dans laquelle on a surtout abordé les hanches et la chaîne postérieure, et donc un petit peu la colonne lombaire. Et il y aura au moins encore 2 parties à suivre dans les prochaines semaines, dans lesquelles on regardera la mobilité des épaules, d'autres mouvements aussi au niveau de la colonne, la mobilité du cou, sûrement aussi des genoux et des chevilles. Donc, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines parties. Et on se dit à très bientôt!